Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Une émission produite par Philippe Cochineau. Bonjour à toutes et à tous, c'est heureux de vous retrouver. Vous êtes bien sûr RCF, la radio dans l'âme, où nous traitons de questions effectivement qui touchent à l'actualité, où nous découvrons aussi certains environnements peut-être que auditeurs, auditrices ne connaissent pas encore et que j'espère qu'ils auront le plaisir de découvrir dans les prochaines semaines. Alors aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Alexandre Alvarez et Kevin Schmitt. Bonjour. 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 Alors Alexandre, vous êtes étudiant en histoire contemporaine en Master 2 à l'Université de Liège et vous, Kevin, vous êtes étudiant en histoire du Moyen-Âge, également en Master 2. Et la raison pour laquelle nous sommes heureux de vous accueillir, c'est parce que, à côté de vos études, vous avez une activité bénévole, je suppose ? Oui, c'est bien ça. Et qui consiste en ? Nous sommes guides au trésor de la cathédrale. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, lorsqu'on était en troisième année, le conservateur de la cathédrale, qui est Philippe Georges, était notre professeur de paléographie. Et il vantait les mérites du trésor de la cathédrale. Et alors un jour, on a poussé la porte. Et ils avaient besoin de guide. Donc on s'est présenté, on a été accepté. Mais on a commencé après une petite étude d'un corpus documentaire pour un petit peu ne pas être lâché en pleine jungle. Et on s'est retrouvé comme ça. Une étude d'un corpus documentaire. Là, vous employez déjà des mots que moi je ne comprends plus. Donc... On nous a donné des notes pour un peu simplifier. Donc on a eu des notes sur les pièces qui sont exposées dans le trésor et parfois certaines pièces qui sont dans la cathédrale. Et on a dû un petit peu étudier ça pour parfaire nos connaissances, parce qu'on savait des choses, forcément, en tant que liégeois, on sait toujours quelques détails, mais on a dû un petit peu parfaire tout ça. Et puis on a pu commencer, après peut-être un mois d'études, nos visites. Et voilà, ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on travaille là, sans problème, avec des visiteurs charmants, des collègues charmants, donc voilà. Et vous êtes les seuls jeunes ou bien il y a d'autres jeunes qui font partie de ce groupe ? Non, nous faisons partie d'une équipe, je pense maintenant nous sommes 6, tous historiens de formation d'ailleurs. Et certains sont encore en Master 1, d'autres en Master 2, et une de nos collègues d'ailleurs a terminé maintenant. Et nous avons comme ça un système d'alternance où par mois nous avons plusieurs jours où nous devons être là pour la visite guidée. Et on s'arrange en fonction de cela, en fait. On vient un certain nombre de jours et on peut calculer à l'avance comme ça. Alors, on verra un petit peu pour les détails pratiques en fin d'émission, comme ça invite les auditeurs et auditrices à rester jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissiez déjà le trésor avant l'invitation de Philippe Georges de venir le voir ? En ce qui me concerne, non, absolument pas. Je dois être honnête et j'espère que M. Georges ne va pas écouter l'émission. Ne va pas l'écouter. J'espère qu'il l'écoutera, mais je ne pense pas j'espère qu'il ne se vexera pas. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler. Mais voilà, comme je disais, on était au cours de paléographie et M. Georges vraiment vantait les mérites du trésor, etc. Parce qu'il a vraiment son travail à cœur. Et alors voilà, c'est comme ça que moi personnellement j'ai découvert un petit peu. Et puis alors j'y suis rentré comme guide. C'est à ce moment-là que j'ai découvert. J'avais jamais fait la visite avant. Mais là, vous êtes entré comment ? Vous l'avez entendu au cours et vous êtes dit un jour, tiens, je vais aller à la cathédrale voir ce que c'est. Oui, voilà, c'est ça. Il disait, je crois qu'il a dû mentionner qu'il cherchait des guides, etc. Et puis alors, après l'examen de fin d'année, pour pas que les choses se chevauchent, on a un petit peu poussé la porte. Et c'est comme ça que j'ai découvert le trésor. Vous êtes allé seul ou vous êtes allé avec Non, vous êtes à plusieurs ? On a été avec Kevin et on est rentrés en fait 3 en même temps. Moi, Kevin et une jeune fille qui est dans notre classe aussi, qui s'appelle Laurine. On est rentrés au même moment comme guide au trésor. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour Laurine et Kevin. Moi, j'ai découvert à ce moment-là. Et vous, je dois bien reconnaître que j'ai à peu près le même parcours qu'Alexandre, c'est-à-dire que je connaissais le trésor de nom, mais je n'ai jamais été vraiment visité avant, et je dois dire que maintenant que je fais la visite, c'est vrai que je le regrette aussi, que j'aurais bien aimé voir cela avant peut-être, et me pencher peut-être un peu plus sur le côté historique de la principauté avant que je n'arrive à l'université. Mais vous en aviez déjà entendu parler avant ? Vous saviez qu'il y avait un trésor à la cathédrale ou même pas ? Moi bien quand même. Mais... Moi je ne savais pas, j'étais... Oui, non, il n'y a pas de souci. Et vous saviez qu'il y avait un trésor, et qu'est-ce qui fait qu'un jeune ne va pas voir... Parce que les jeunes ne vont plus dans les musées, ou bien qu'est-ce qui fait qu'un jeune ne va pas pousse pas la porte pour aller voir le trésor ? Eh bien, c'est difficile à dire. En général, j'ai beaucoup voyagé jusque maintenant, et c'est vrai qu'en général, chaque fois qu'il y a une cathédrale, je vais toujours pousser la porte et je vais visiter la cathédrale, voir un peu ce qu'il y a. Est-ce qu'on a peut-être une habitude de ne pas aller voir de ne pas aller voir sa propre ville parce qu'on pense trop la connaître, alors qu'en fait il y a énormément de choses à découvrir ? C'est difficile à dire, mais
je vois en tout cas qu'en général en vacances, j'ai plus l'envie d'aller découvrir que dans une ville entre guillemets que je connais déjà, que j'ai déjà en tête. C'est peut-être pour ça aussi, je crois. Alexandre, vous partagez le même... Absolument, oui, mais je ne pense pas que les jeunes se désintéressent de la culture ou que ce soit. On ne pense peut-être pas effectivement toujours à visiter les choses dans notre ville, mais ça, c'est valable pour des jeunes, comme c'est valable parfois pour des plus anciens. J'ai eu une fois une dame qui a visité le Trésor, et donc je lui demande d'où elle vient, etc., pour un peu voir, parce qu'en fonction de la provenance des gens, on ne dit jamais toujours les mêmes choses. Quand quelqu'un a vécu toute sa vie à Liège, on ne lui présente plus Saint-Lambert, tandis que quand il vient de Paris, c'est toujours un peu différent. Donc une fois, je lui avais demandé à cette dame-là, et elle m'a dit, mais écoutez, j'habite à 100 mètres d'ici, elle devait avoir une 60aine d'années, elle n'avait jamais poussé la porte du Trésor, et je pense qu'elle ne savait pas non plus qu'il était là. Donc voilà, c'est pas un désintéressement, il y a quelque chose qui fait que les gens ne pensent pas toujours à pousser la porte. Et effectivement, parfois, le côté religieux peut un peu rebuter les gens. Il y a eu un enfant qui est venu il n'y a pas longtemps, il était assez drôle parce qu'il a vu Trésor de la cathédrale, donc il a demandé à sa maman, on y va. Et quand il est arrivé dedans, il a vu que c'était pas Pirates des Caraïbes et il a été un petit peu déçu. Il a quand même fait la visite, etc. Il est sorti, je pense, aussi heureux que sa maman. Mais il n'a pas eu le même réflexe. Il n'est pas allé visiter le Trésor de la cathédrale en sachant ce sur quoi il allait tomber. Donc voilà, mais un désintéressement, je ne pense pas qu'il y en ait. On ne pense pas toujours à pousser les portes de ce qu'il y a dans notre ville, où on n'ose peut-être pas toujours pousser les portes, parce qu'au Trésor, par exemple, il y a une grande porte massive qui donne l'accès au Trésor, et on n'ose peut-être pas toujours un petit peu mettre un peu d'huile de coude pour la pousser et rentrer. On a l'impression de rentrer un peu dans un lieu secret lorsqu'on pousse la porte, donc c'est vrai que... Mais c'est vrai que les gens qui sont venus la visiter, adultes comme plus jeunes, il n'y en a jamais un qui s'est plaint. En tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que c'est pareil pour Kevin, il n'y a jamais personne qui est sorti en disant « c'était vraiment horrible, je ne reviendrai plus ». Les gens ont toujours dit « je reviendrai dès que j'ai un ami qui vient d'un autre pays, je reviens ». C'était vraiment passionnant, je suis heureux d'avoir poussé la porte après toutes ces années. Donc ça c'est intéressant et c'est gratifiant vis-à-vis de notre travail et vis-à-vis du travail que font les autres bénévoles au Trésor, parce qu'il n'y a pas que les guides qui sont là, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment des gens qui sont qualifiés, qui font bien leur travail et qui ont un travail qui leur tient à cœur. Donc voilà. Est-ce qu'il vous arrive de pousser des portes d'autres musées dans la ville de Liège depuis votre expérience au Trésor, ou bien pas spécialement? Depuis que je suis rentré au Trésor, j'ai plus tendance à m'intéresser justement... Voilà, l'année dernière, on a fait ça avec Kevin, justement. On a voulu faire le circuit des collégiales qui était organisé par les Journées du patrimoine wallon. Et on a pris une journée comme ça où on a visité toutes les collégiales de Liège, chose que moi, je n'avais jamais fait avant. J'en connaissais certaines, mais il y en a comme Sainte-Croix qui ne sont pas toujours ouvertes, qu'on n'osait pas visiter. Et là, on l'a fait. Donc on a développé peut-être aussi un espèce d'amour de l'art, si pas religieux, de l'art liégeois en tout cas. Et on a vraiment un réflexe comme ça qui vise à maintenant visiter plus aisément certains musées ou certaines pièces du patrimoine liégeois. Je crois que quand on connaît plus une ville, une fois notamment nous sommes devenus guides, on a dû connaître davantage le patrimoine local et l'histoire de la ville. Je pense que lorsqu'on connaît cela, on a envie d'en découvrir davantage aussi. Et comme le disait Alexandre, notamment pour les Journées du patrimoine, les visites des collégiales notamment, ça nous a apporté quand même de quoi en parler aussi, de quoi diversifier un peu notre visite. Je vous propose de nous retrouver juste après cette pause musicale. Vous êtes bien sûr RCF, nous sommes dans cette émission, nous découvrons un petit peu le trésor de la cathédrale de Liège avec deux de ses guides, Alexandre Alvarez et Kevin Schmitt. Alors peut-être avant de revenir au trésor, vous avez fait donc ce parcours des collégiales lors des Journées du patrimoine, donc une invitation à tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce parcours. Qu'est-ce qui vous a touché dans ces collégiales quand vous avez visité? Est-ce qu'il y a des objets où vous vous dites tiens, waouh, il y a ça ici et dans la ville de Liège qui vous a touché dans ces collégiales? Ouais, je crois que Kevin va être d'accord avec moi. Il y a la clé de Saint-Hubert. D'abord, je viens de mentionner Sainte-Croix tout à l'heure. Et la clé de Saint-Hubert, c'est quelque chose que... Il y a un visiteur, encore une fois, qui m'avait dit qu'il étudiait ça à l'école. Moi, on m'en avait jamais parlé dans ma scolarité. Et j'ai été sidéré de voir qu'on avait une telle pièce qui est assez magnifique et qui, malheureusement, est un petit peu dans Sainte-Croix, qui n'est pas toujours accessible au public. Donc voilà. Mais il y a vraiment des pièces qu'on a été heureux de voir. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment été content de découvrir certaines choses. Et on se rend compte qu'on a un patrimoine culturel, monumental et artistique extrêmement riche, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser quand on se promène dans Liège, parce que forcément, on connaît ça. On ne s'émerveille plus quand on passe devant la Vierge Delcourt aujourd'hui, parce qu'on passe devant tous les jours et c'est devenu tout à fait commun. Donc on n'apprend plus à voir notre patrimoine tel qu'il devrait être vu. Et donc avoir ce travail à la cathédrale a fait qu'on s'est un petit peu intéressé différemment aux choses et qu'on a pris plaisir à se retrouver sur la plus haute tour de Saint-Martin pour un petit peu voir la vue qu'on pouvait avoir de Liège, parce que je crois que c'est de cet endroit-là qu'on a le plus beau point de vue de Liège. Donc il y a des choses, voilà. Donc à Saint-Martin, nous avons la tour.
On a la clé de Saint-Hubert à Sainte-Croix. Alors, que d'autres encore dans les autres collégiales? Dans les autres collégiales, l'église Saint-Jacques est vraiment magnifique à aller voir. Ce n'est pas une collégiale, en tout cas ça ne l'a pas été très longtemps, oui. Mais l'église Saint-Jacques vaut largement le détour. C'est un superbe exemple de gothique flamboyant. On est vraiment à la toute fin de la période médiévale et c'est vraiment un exemple magnifique d'architecture à Liège. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je conseille vivement la visite. Alors il reste encore 2 collégiales. Il y a Saint-Denis aussi qui architecturalement est très intéressant. Je crois que j'ai étudié ça, mais c'est loin maintenant. Je crois que ça doit dater du 9e siècle, c'est ça? Non, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, oui, je me souviens parce plus. qu'ils viennent de fêter le millénaire. Donc, Oui, c'est ça, avec le toit qui est tout plat, qui est vraiment fascinant, qui est assez intéressant. Et je pense que c'est le seul exemple de Liège où on peut voir ça. Puis à Saint-Jean-l'Évangéliste aussi. Saint-Jean-l'Évangéliste aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de beau là? Saint-Jean-l'Évangéliste, là, c'est une église qui a quand même été beaucoup reconstituée. Avec l'intérieur a beaucoup été rénové en style baroque. Mais par contre, le clocher est encore bien médiéval. On le voit lorsqu'on s'approche un peu. Et le cloître est encore visible et il est très intéressant aussi. D'ailleurs, une statue de Nodger avec le petit mot qui reprend la vie de Nodger, qui dit Liège, tu dois Nodger au Christ et le reste à Nodger. Ce n'est quand même pas rien. On espère toujours trouver le corps de Nodger. Quand on va visiter là-bas, on espère tomber dessus et faire la découverte liégeoise du siècle, si on peut dire. Et alors, vous avez aussi, quand même, à Saint-Jean, vous avez encore la Sede Sapiense aussi de 230. C'est vrai. Alors, il nous reste Saint-Bar, quelque chose de les fonds baptismaux. Mais ça, les fonds baptismaux, maintenant, on en a une copie au trésor de la cathédrale, donc on fait des envieux, si on peut dire comme ça, parce qu'il y a 2 copies, je pense, dans le monde qui ont été faites. Il y en a une au musée Victoria et Albert à Londres, et l'autre copie qui est au trésor. Donc maintenant, effectivement, l'original est toujours mieux, mais on a notre petite fierté au trésor de la cathédrale Saint-Paul, c'est qu'on a maintenant une très belle copie des fonds baptismaux. Donc voilà, une invitation à faire ce fameux parcours des collégiales lors des Journées du patrimoine, parce qu'il y a vraiment à découvrir des trésors ici dans la ville de Liège. Alors revenons peut-être au trésor de la cathédrale. Quand vous êtes arrivé la première fois dans ce trésor, quelle est la pièce où vous vous êtes dit « Waouh » ? Je crois que tous les deux, on a à peu près eu la même idée sur le buste reliquaire de Saint-Lambert. Ça, c'est vraiment le chef-d'œuvre du patrimoine liégeois. C'est un buste reliquaire d'1,50 m de haut, il faut imaginer. Il nous surplombe. En plus, il est installé sur un socle noir, donc il ressort encore plus dans le couloir. Parce qu'il est tout au bout d'un couloir, donc quand on rentre dans ce couloir, c'est presque le clou du spectacle de la ville. Un couloir ou une salle? C'est une salle. C'est une salle, mais c'est une longue salle qui donne vraiment une... Et c'est vraiment, quand on la voit, quand on rentre dans cette salle, on voit Saint-Lambert de loin qui est éclairé, c'est un petit peu comme s'il y avait la lumière de Dieu dessus, presque. Donc voilà, donc c'est vraiment une pièce qui nous a tous les deux émerveillés, je pense. Mais il y a d'autres pièces, il y a aussi le reliquaire de Charles le Téméraire, qui a une histoire tout à fait intéressante, que ceux qui viendront visiter le trésor connaîtront, on ne va pas un petit peu raconter d'avance. Donc voilà, il y a aussi l'ivoire des 3 résurrections qui est magnifique. Moi j'avais étudié ça encore une fois en deuxième année, et quand je l'ai vu au trésor, j'ai dit mon Dieu, j'ai étudié ça, et ça rappelle des souvenirs, et c'est une pièce liégeoise, c'est vraiment une pièce qui a été faite dans nos régions, qui est magnifique. Et encore une fois, on sous-estime parfois l'art liégeois, ou en tout cas la prédominance que Liège a pu avoir dans certains domaines artistiques. Et puis quand on voit l'ivoire des 3 résurrections, on se rend compte que c'est vraiment une pièce magnifique qui atteste vraiment du savoir-faire des artistes liégeois à plusieurs époques. Et en fait, chaque pièce, selon un peu la manière avec laquelle on voit les choses, a son importance. Parfois, d'ailleurs très souvent, je parle du plat de reliure en argent massif du livre de prière personnel de Joseph Clément de Bavière. Mais c'est une pièce en argent énorme, massive, mais qui montre quand même la qualité des orfèvreries locales et la richesse aussi de la ville de Liège. On a énormément de pièces comme cela, religieuses évidemment, comme des ostensoirs, des calices ou d'autres objets de ce style qui sont vraiment exceptionnels. On ne peut pas toutes les présenter évidemment pendant nos visites, mais il y en a tellement. Enfin, c'est ça aussi l'avantage lorsqu'on rentre au trésor. On a directement une vue. Les gens, lorsqu'ils rentrent au trésor, je suis toujours étonné de voir justement leur regard impressionné, parce que c'est vrai qu'on arrive dans une pièce bleue, assez sombre, avec la lumière qui donne directement sur les objets. C'est vraiment magnifique. Et rien que l'entrée vaut déjà la peine, à mon avis, de passer la porte. Et vous connaissez toutes les pièces? Est-ce que, j'imagine, je suivrai votre visite et je vous ai dit de cette petite pièce-là dont vous n'avez pas parlé. Vous les connaissez toutes, ou il y a des pièces où vous dites non, écoutez là, non, parce que la collection est énorme. En dehors de ce qui est exposé, il y a aussi d'autres pièces qui sont en réserve. Donc il y a des pièces qu'on n'a carrément jamais vues, et il y a des pièces
qu'on connaît de vue, si je puis dire, mais on ne sait pas toujours en dire grand-chose parce que parfois ce sont des pièces. Voilà, il y a des ostensoirs soleil, par exemple, qui sont magnifiques. On explique le rôle de l'ostensoir, le motif de soleil, etc. Mais on ne peut pas toujours en dire plus. Donc parfois, on laisse aussi les visiteurs voir par eux-mêmes. Parce qu'il y a des explications. En plus des guides, il y a quand même des petits cartons explicatifs. Donc de temps en temps, on doit bien reconnaître qu'on n'en sait pas plus que le carton, si je puis dire. Donc voilà. Donc il y a des pièces qu'on les connaît toutes de vue, mais on ne sait pas toujours dire ce qu'il y a à dire dessus. Puis parfois, il y a des pièces qui ont une histoire moins importante, moins longue que d'autres, et on doit s'attarder. Parce qu'une visite, ça ne dure jamais qu'une heure et demie. Donc de temps en temps, il faut faire des choix et en laisser certaines de côté. Donc voilà. Est-ce que votre vocabulaire s'est enrichi en devenant guide à la cathédrale face à l'ensemble des objets qui sont proposés? Bien sûr, le vocabulaire s'est enrichi, et puis même en plus du vocabulaire, notre manière aussi de parler avec les gens. J'ai toujours eu un côté communicatif, je crois qu'Alexandre aussi, mais c'est vrai que maintenant on arrive devant des groupes parfois d'une 20 ou 25 personnes, comme on peut aussi très bien avoir parfois une seule personne qui vient suivre notre visite. Alors il faut s'adapter et peut-être, entre guillemets, comprendre par soi-même le côté communicatif de la visite. Donc il faut vraiment apprendre, entre guillemets, soi-même, la manière de parler, hausser la voix quand on a plus de monde. Ça s'apprend, je dirais, avec la pratique, mais c'est vrai que ça m'a amené énormément de choses. Et je crois que pour tous les guides, c'est une expérience à faire. Nous nous retrouvons alors juste après cette pause musicale. Troisième et dernière partie de notre émission. Comme le temps passe vite en votre compagnie, Alexandre Alvarez et Kevin Schmitt, donc tous deux étudiants en histoire à l'Université de Liège, mais également guides au trésor de la cathédrale. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette pièce bleue sombre dans laquelle on entre avec ces pièces qui sont bien illuminées dans les vitrines. Et puis, je suppose qu'on va vers le fond. On voit là, il y a un puits de lumière, on voit quelque chose qui est dans les caves, et puis on va à l'étage. Vous voyez que je suis déjà allé. Oui, on voit ça. Et est-ce qu'il y a une scénographie bien spécifique? Est-ce qu'il y a la manière dont le musée est construit? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que c'est par siècle? Comment ça se passe en fait? Ou bien c'est on voyage à travers le temps? C'est vraiment un voyage à travers le temps. Oui. Puis avant tout, il y a une logique de mise en valeur. On essaie de ne pas laisser une pièce sur le côté ou quoi que ce soit. Donc la logique d'organisation du trésor est avant tout une mise en valeur pour que la pièce se voit telle qu'elle doit être vue. Donc ça, c'est déjà la logique importante. Maintenant, au niveau d'une logique chronologique, je n'ai jamais fait le calcul en... Certaines vitrines sont parfois consacrées à des pièces du XVIIe, XVIIIe siècle, d'autres plutôt à des pièces médiévales, mais l'une coexiste parfaitement avec l'autre, et c'est vrai qu'on a vraiment un voyage complet dans l'histoire de la ville de Liège au fur et à mesure de la progression. Et en plus, ces temps-ci, au Trésor de la cathédrale, une exposition sur les trésors cachés du patrimoine liégeois a lieu. Et là, nous avons plusieurs vitrines consacrées justement à des pièces qui sont normalement cachées, comme le nom l'indique, et qui sont dans des églises Saint-Christophe, Sainte-Catherine, Saint-Barthélemy, Saint-Denis, j'en oublie évidemment, mais Saint-Jacques aussi, beaucoup de pièces de Saint-Jacques. Et comme ça, on peut vraiment montrer les pièces qui sont inconnues du public. Et on a basé beaucoup de scénographie, surtout au premier étage là-dessus. Et ça attire, je pense, bon nombre de visiteurs aussi, puisque ça marque, c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Ça demande combien de temps d'apprendre comme ça? Je me dis, vous êtes là, jeune guide, face à un nouveau musée, etc. Ça prend combien de temps d'apprendre toute l'histoire de chacun de ces objets, etc., Alexandre? Ça dépend... Je crois déjà la capacité mémorielle de chaque personne. À l'université, Kevin est connu pour avoir une mémoire faramineuse, donc lui, en 2 jours, il s'est pointé, il connaissait déjà tout. Moi, j'ai peut-être mis 2-3 semaines, je ne me souviens plus exactement, mais on en apprend tous les jours aussi. Il y a de temps en temps des visiteurs qui savent des choses et qui nous disent figurez-vous que ceci, il y a telle caractéristique, on ne savait pas. Ou de temps en temps, on nous pose des questions, on reste devant, ça nous pose une colle, et puis on fait la recherche et on réalise que voilà, il y a des choses qu'on ne savait pas dès le départ, ou qu'on avait peut-être oublié après étude. Donc voilà. Donc le temps, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. En général, je pense qu'on peut mettre une moyenne de 2 semaines, peut-être, pour vraiment mémoriser le mieux possible les pièces qu'on sera amené à voir dans le trésor. Puis après, la mémoire se travaille. Plus on les présente, plus on les connaît. Donc ça devient presque réflexif. On se retrouve devant une pièce et hop, ça vient tout seul. Donc, Et vous n'avez pas le sentiment, quand vous présentez comme ça les pièces et que vous les connaissez tellement bien, que vous avez le sentiment que ce que vous allez dire, tout le monde le sait, tiens, je vais passer à côté de détails, ou bien vous êtes chaque fois à même de vous dire, voilà, je le sais, mais eux ne le savent pas, et donc je vais leur partager cette réalité-là. Ça, je crois que ça fait partie aussi justement du travail de guide au trésor. C'est vraiment se dire,
les gens viennent pour apprendre plus sur l'histoire de la ville de Liège, à travers certaines pièces comme ça fondamentales, comme le reliquaire de Charles Téméraire qu'Alexandre a mentionné. Et c'est vrai que quand on commence à présenter les pièces aux gens, il faut d'abord refaire une introduction sur la principauté de Liège, quel rôle elle a eu à l'époque, quelle importance elle avait, tout cela. Et puis, il faut sans cesse se remettre en question aussi au niveau des pièces que l'on connaît, puisque, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, mais le trésor, en fait, évolue constamment. On a des nouvelles expositions qui prennent la place d'anciennes, on a certaines pièces qui changent pour laisser la place à d'autres, et à chaque fois, ça nécessite aussi de les connaître mieux et de savoir à quoi elles correspondent. Ce sont des pièces qu'on ne connaissait pas d'avant et qui apparaissent comme ça pour qu'on les présente. Alors, j'imagine, vous avez dit tout à l'heure que certaines pièces sont dans le trésor du trésor. Hein, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Est-ce que vous, comme guide, vous avez la possibilité d'aller dans ce trésor du trésor, voir ces pièces qui sont cachées? Est-ce que vous pouvez aller avec Monsieur Georges et dire, tiens, voilà, cette pièce-là, ce serait sympathique de la sortir? Ces choses qui se font ou non? Dans l'absolu, non, mais on n'a jamais, ne serait-ce que pensé à demander à M. Georges si on pouvait un petit peu aller voir toutes ces pièces-là, parce que je ne sais même pas de quelle façon elles sont rangées, donc si ça se trouve, elles sont toutes cachées par des draps, etc., pour empêcher qu'elles ne s'abîment ou que sais-je encore. Donc voilà, dans l'absolu, non, mais on n'exclut pas éventuellement d'un jour avoir notre mot à dire, mais je ne pense pas que ce soit une interdiction catégorique, c'est juste nous, en tant que guide, on n'a jamais pensé, on pourrait dire qu'on reste un peu à notre place, on est guide, on est étudiant, on vient au trésor présenter parce que c'est un réel plaisir. De là à prendre des décisions aussi importantes finalement, parce que je ne pense pas que la porte nous soit fermée. Alors peut-être en conclusion, celles et ceux qui, en vous entendant, se disent mais tiens, il est quand même grand temps que j'aille découvrir ce fameux trésor de la cathédrale de Liège. Y a-t-il des heures d'ouverture? C'est ouvert tous les jours? Ça se passe comment? Alors le trésor est ouvert tous les jours de la semaine, même le dimanche, sauf le lundi. Excepté le lundi, comme le dit Alexandre. Les heures d'ouverture, le trésor est ouvert tous les jours de 14 à 17 heures. Et la visite guidée se fait toujours à partir de 15 heures. Donc le guide attend à 15 heures et les gens peuvent venir quelques minutes avant ou à peu près à 15 heures pour venir demander la visite guidée. En général, la visite guidée en elle-même, techniquement, elle devrait durer 1 heure. Je dois bien avouer qu'on prend en général beaucoup plus parce que c'est très difficile de faire tenir tout cela en 1 heure. On ne peut pas parler de chaque pièce et on parle plus qu'on ne le veut. Donc en général, la visite guidée dure à peu près 1h30, 1h40 pour vraiment une bonne visite approfondie. Voilà, donc si vous êtes intéressé par visiter le trésor de la cathédrale de Liège, eh bien c'est tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 17h. Et si vous souhaitez avoir un guide qui vous explicite l'ensemble des objets qui se trouvent dans ce superbe trésor, eh bien il vous suffit de pointer le nez à 15h, si j'ai bien compris. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés par nos studios et de nous avoir fait découvrir le trésor de la cathédrale de Liège. Merci à vous.